être au centre géographique des Bouches-du-Rhône, parce que vous avez vu que le département des Bouches-du-Rhône, c'est quand même très grand. Hein. Ceux qui viennent de Marseille, ça leur fait quand même plus d'1 heure. Et ça a été extrêmement compliqué pour trouver une salle. Donc, nous avons pris la salle la plus proche de chez moi, finalement, à Tarascon. Et ça a été très simple. D'ailleurs, je remercie monsieur le maire, parce que ça a été extrêmement simple. Et du coup, on va pouvoir faire cette conférence aujourd'hui. Donc, je suis ravie d'accueillir Philippe Murer pour cette première événement moi de aussi, l'année. Merci voilà. Et bonjour Valérie. Voilà, et qui, donc, vous le connaissez, Philippe Murer, certainement dans les médias qui ne sont pas les médias mainstream, mais ça, je sais que vous ne regardez pas vraiment les médias du système. Donc, chez Berkoff, surtout à Sud Radio, puis dans d'autres médias que l'on peut voir sur YouTube ou qu'on peut voir aussi voilà, dans ces médias-là. Donc, Philippe Murer est économiste avant tout. Il est proche des milieux souverainistes, écologiste, mais le vrai écologiste, hein, pas celui que vous entendez parler. Voilà. Et puis, c'est surtout un ami, Philippe. Oui, tout voilà, à fait. donc c'est pour ça que je suis ravie. Et ça fait quand même un certain nombre d'années que l'on se connaît. Voilà. Exactement, parce qu'on s'est rencontrés, en fait, on va tout vous dire, hein. On s'est rencontrés au Front National, et moi j'apprécie, moi j'étais conseiller économique de Marine au cabinet et sur l'écologie, et j'appréciais beaucoup Valérie qui est au niveau de l'école. Qui était au niveau de l'école et en même temps qui a toujours extrêmement bien animé Tarascon, voilà. etc. Et oui, voilà. Alors Tarascon, oui, je l'ai animé. Tarascon et puis le reste de la région. Bon, alors écoute, voilà. Donc du coup, ravi de commencer avec un ami et avec quelqu'un qui va nous parler du sujet donc qui s'intitule « Peut-on arrêter l'immigration sans sortir de l'Union européenne ?» hein. Voilà, c'est un sujet qui est essentiel non seulement avant les élections européennes qui vont se passer donc le 9 juin prochain, mais aussi parce que c'est une question qu'on aimerait bien que nos chers représentants posent enfin dans les assemblées électives, et ils ne posent jamais cette question, vous voyez. Donc là, nous, on va la poser, et puis même Philippe va y répondre. Donc ça, c'est encore plus intéressant. Donc voilà, donc c'est une étude sérieuse que Philippe Murer a fait à ce niveau-là. Il a d'autres sujets. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est celui qui nous intéresse. Donc, je laisse la parole à Philippe. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Donc, je suis souverainiste, proche des milieux souverainistes. Oui, je suis souverainiste, complètement souverainiste. Je défends la souveraineté nationale et évidemment l'identité nationale française. Parce que ce sont les deux faces de la même médaille. On ne peut pas être souverainiste sans défendre l'identité, ce qu'on est. Ça n'a pas de sens, parce qu'on ne peut pas agir si on ne sait pas qui l'on est. Et inversement, pour défendre qui nous sommes, notre identité française, nos mœurs, nos modes de vie, eh bien, il faut avoir la capacité de décider, c'est-à-dire la souveraineté nationale. Donc, on va commencer. Alors, moi, je suis économiste. Normalement, je ne fais pas ce genre de sujet, vous voyez, mais j'en avais tellement ras-le-bol de voir qu'on nous raconte et qu'on nous balade sur les sujets que je me suis dit, allez, j'en connaissais quelques petits bouts. On va parler de ce problème, ce sujet des flux d'immigration en Europe, très factuellement, la première partie. Et après, on parlera un petit peu de la loi immigration, quand même. Je vous dirai un petit peu ce qu'il y a dedans, parce que ça a été d'un fouillis et d'une confusion dans les médias, ce qu'on nous a raconté. Et puis, on finira par le droit européen. Est-il compatible avec l'arrêt des flux d'immigration ? Alors déjà, factuellement, regardons les flux d'immigration là, illégaux, donc les clandestins en Europe. Donc, le pays qui en a le plus, pas chaque année, c'était en 2022, c'est l'Allemagne, 230 000. Ensuite, c'est la France, l'Espagne, l'Italie et Danemark et Hongrie n'ont pas de flux d'immigration. Alors vous dites, ah bah ouais, donc Orban, comme vous le dit Zemmour, comme le dit Marine Le Pen, grâce à Orban, il n'y a pas d'immigration en Hongrie. On va voir ce qu'il en est réellement. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que, et en Danemark, tous les médias vous ont dit qu'il n'y a plus d'immigration. Alors il n'y a pas d'immigration illégale. Pourquoi ? Alors déjà, le Danemark, en fait, en 1992, il vote non à Maastricht, au référendum de Maastricht. Donc ce qui se passe, c'est que l'Union européenne, et à cause des flux d'immigration et des problèmes d'immigration, donc la Commission européenne fait ce qu'elle fait jamais, elle offre un opt-out, elle dit, OK, vous revotez, vous suivez Maastricht, et on vous fait un opt-out, donc vous n'avez pas besoin de suivre sur le système le droit migratoire. Donc voilà pourquoi ils arrivent à gérer l'immigration illégale, en fait. Ils ne sont pas soumis. On verra après tout ça. Orban, bon, soyons honnêtes, il bosse bien sur les flux d'immigration illégaux, il arrive à les arrêter, très clairement.
En revanche, il est très favorisé par les circonstances. Il faut comprendre que la Hongrie, c'est quand même très très loin de l'Afrique, d'où vient une grande partie de l'immigration. La Hongrie n'a jamais colonisé l'Afrique, donc il n'y a aucun lien. Les Africains ne parlent pas la langue, personne ne parle d'ailleurs pratiquement le hongrois. C'est une extrême minorité en dehors de la Hongrie, donc c'est pas simple. Il y a le climat continental et froid, c'est pas le même que celui, vous voyez, du sud de la France. Hein. Donc les gens n'ont pas envie d'y aller. Et puis il y a aussi évidemment un truc très important, c'est qu'un immigré, quand il va décider de partir, il va aller dans un pays où il y a un niveau de vie, de salaire et une protection sociale, plutôt qui est 3 fois plus élevé qu'en Hongrie, comme la France ou comme l'Allemagne, plutôt que la Hongrie. Donc ça n'empêche qu'il a bien fait le boulot. Donc on a vu sur l'immigration illégale. Regardons maintenant la somme d'immigration légale et illégale par an. Et je le ramène au million d'habitants, bien entendu, pour le ramener à la taille de la population. Et là, surprise, Danemark et Suède, donc flux d'immigration complètement dingue, illégal et légal. En 2021, donc avant la guerre en Ukraine, il n'y a pas les phénomènes ukrainiens. Ensuite, c'est Hongrie, Pologne. Alors là, c'est quand même extraordinaire, quoi. Et ensuite, Italie et France. Ce qui ne veut pas dire que la France est dans le vert. Hein. J'ai mis des couleurs différentes. Il y a trop d'immigration en France. Tout le monde le dit. En tout cas, les Français le ressentent comme ça. Donc on voit que le Danemark a une énorme immigration illégale, européenne et extra-européenne. C'est toujours le contexte aussi qu'il faut regarder. Et pourtant, si vous voulez, c'est une immigration volontaire. Parce qu'en plus, le Danemark, il y a une petite frontière avec l'Allemagne. Et le reste, c'est la mer Baltique. Donc c'est pas difficile d'arrêter l'immigration illégale. Et en plus, ils ont des droits. Mais en tout cas, beaucoup d'immigration. Et c'est pour ça que la population danoise augmente. Alors qu'en fait, le taux de fécondité est assez bas. Il est à 1,4, 1,5 de tête. Et ça augmente depuis 30 ans. Hongrie et Pologne, donc forte immigration. Et alors, Hongrie, moi j'ai un ami, je me suis dit, c'est faux. Ça, c'est des statistiques tirées d'Eurostat. Et donc, toutes ces statistiques, c'est les INSEE locales. INSEE françaises, INSEE hongroises, INSEE danoises, etc. Donc j'ai appelé un ami qui est un identitaire qui vit en Hongrie. Il m'a dit, bah ouais, il y a beaucoup d'immigration en Hongrie. On te raconte que de la pipe dans les médias. Vous voyez ? Là, c'est quand même extraordinaire. Et immigration moitié européenne, moitié extra-européenne. Elle me dit, ça se voit au niveau de Budapest et ça augmente de plus en plus. Sachez qu'Orban, qui est un traître, hein, vraiment, ce type est odieux, maintenant il explique qu'il veut faire venir des centaines de milliers de migrants pour des raisons économiques. Attendez, on va changer de société pour des raisons économiques ? Le Japon, ils ont une décroissance de la population, ils s'en sortent très bien au niveau économique, mieux que nous d'ailleurs, avec un accroissement de la richesse, tout en ayant une décroissance de la population. Ce qui n'est pas une bonne chose, hein, mais en tout cas, ils arrivent à gérer. Donc voilà, on vous raconte beaucoup de mensonges. Danois, pas d'immigration. Hongrie, pas d'immigration. La Pologne, n'en parlons pas. Et la Pologne, en plus, est tombée avec le gouvernement Tusk sur un gouvernement progressiste qui veut énormément d'immigration. Donc en tout cas, il n'y a pas de pays qui n'a pas d'immigration dans l'Union européenne. Tous les pays sont à peu près au même niveau. Il y en a certains qui sont partis avant, comme la France ou l'Italie, etc. D'autres qui sont partis après, mais c'est la même chose. Regardons maintenant en France ce qui se passe. Donc, immigration légale en bleu, illégale en rouge, de 2007 à 2022. En fait, sur les 15 ans, on a eu un doublement de l'immigration. Très clairement, explosion de l'immigration, ça n'arrête pas. Le seul creux, c'est le Covid, c'est tout. Hein. C'est le point du Covid ici. L'immigration illégale, c'est un quart de l'immigration légale, voilà ce qu'on peut dire. Et on a un vrai... Donc, ça n'arrête pas d'augmenter, un effet boule de neige. Ensuite, regardons vite fait l'immigration économique par rapport à l'immigration légale et illégale. Donc c'est les gens qui disent qu'ils viennent pour des raisons, pour travailler. Donc là, c'est 50 000 personnes sur 480 000 personnes en immigration totale. Bon, après, il y a des jeunes qui viennent pour les études et qui restent ensuite pour travailler. Il y a des gens qui font le rapprochement, regroupement familial. La personne vient pour ça et elle travaille plus tard. Hein. Mais en tout cas, la cause économique n'est pas la cause principale du sujet de l'immigration, très clairement. Donc, maintenant, rapidement encore, quelques faits. Donc, l'INSEE dit qu'il y a à peu près 10 millions d'immigrés et de descendants d'immigrés. Mais bon, l'INSEE, sur ces sujets-là, on sait qu'avec leur point de vue idéologique, ils ont du mal à faire des statistiques sur lesquelles on a une parfaite confiance, quoi. Parce que les statistiques, ça dépend comment vous les prenez, comment vous les critères d'entrée. Alors, il y a un type qui avait fait, au moment où j'ai fait cette conférence, la première fois, en fait, il y a un homme qui avait fait un blog, créé un blog, et où il expliquait une vidéo aussi intéressante, où il disait, voilà, j'ai pris tous les prénoms en France pour chaque année, depuis 1900, parce qu'il y a une base de prénoms, combien de Jean-François sont donnés, Pierre ou Mohamed, Rachid, et il a regardé la part de prénoms musulmans, année après année, il en tire cette courbe.
Donc dans les années 60, en fait, il y avait 1% de prénoms musulmans qui étaient donnés aux nouveau-nés en France. Et aujourd'hui, on a 18%, ce qui nous donne une idée un peu correcte, même s'il n'y a pas que des prénoms musulmans qui sont donnés à des enfants d'immigrés, évidemment. Mais ça nous donne une petite idée d'où on en est aujourd'hui. 18% donc, des nouveau-nés ont des prénoms musulmans en France. Quand on va en Seine-Saint-Denis, alors là, on est beaucoup plus... Là, ça va beaucoup plus loin, puisque là, on est à 57%. 57% aujourd'hui, sachant que quand le truc a commencé, la base de données a commencé, on était à 5-6%. Donc il y a eu une évolution vraiment absolument gigantesque. Donc voilà les faits, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, parlons un peu de politique aérie avec la loi immigration qui a été votée. Moi, on peut dire plusieurs choses. Premièrement, 80% des Français sont pour durcir sur les lois sur l'immigration. C'est ce qu'on a vu dans les sondages pendant la loi qui a été votée en décembre. Dans cette loi, il y a de tout. Il y a des mesures pro, des mesures contre les flux d'immigration et des mesures qui ont un effet nul sur l'immigration, du pur pipeau. Une partie sera déclarée inconstitutionnelle, puisque dans le théâtre de Guignol d'aujourd'hui, il y a Macron quand même qui a expliqué qu'il avait fait voter cette loi, mais qu'il voulait en faire déclarer une partie inconstitutionnelle pour qu'elle soit jetée à la poubelle. Donc, et je pense que c'est réel. Et si vous lisez ce texte, c'est vraiment un texte de com'. Hein. Alors qu'est-ce que ça change? On va regarder vite fait donc les mesures réelles contre les flux d'immigration. Il y a une mesure qui aura un effet certain, c'est que l'accès aux aides sociales, donc certaines aides sociales, allocations familiales, aide au logement APL, elle sera possible qu'après 5 ans de résidence en France, contre 6 mois précédemment. Alors première remarque, parce qu'on le verra après, les 5 ans, c'est ce que l'Union européenne, c'est la loi de l'Union européenne. C'est le truc le plus dur qu'on peut faire. On n'a pas le droit de faire en dessous. Si un étranger est depuis 6 ans sur le sol français, la loi de l'Union européenne dit que de toute façon, il faut lui donner les allocations familiales. Donc ils sont allés aussi loin qu'ils pouvaient. Alors il y a des exceptions. La durée, elle peut être réduite à 2 ans et demi, voire 3 mois pour certaines aides, si les personnes travaillent. Donc il y a déjà, c'est un peu limité. Et l'effet positif, c'est qu'on ne va plus pouvoir venir normalement en France, hein, si on ne s'est pas fait avoir par le texte, s'il n'y a pas une ruse dans le texte, pour toucher des allocations sociales. Ce qui est quand même une bonne chose, parce qu'on sait qu'il y a eu des gens qui ont fait cela, sans travailler. Selon Le Monde, ça va toucher 70 000 personnes par an. Voilà, ils ont fait un grand truc en disant que c'était honteux et que 70 000 personnes seraient touchées par cela par an. Donc ça aura quand même un effet positif. Deuxième, après on rentre dans les mesures qui ont un effet, mais assez limité. Pas de naturalisation possible si une personne est condamnée pour crime à une peine de prison supérieure à 6 mois. Donc ils l'ont chanté partout. Je suis allé voir sur Légifrance. En fait, cette loi existait déjà. En fait, tout ce qu'ils ont fait, j'ai regardé les deux versions comparées, c'est qu'ils ont dit maintenant, c'est plus possible à vie. Alors qu'avant, on ne peut plus être naturalisé du tout quand on a eu ces crimes. Avant cela, c'était possible 10 ans après le crime quand on avait été réhabilité. Donc ça durcit, mais à la marge, et l'effet ne sera pas gigantesque. Mais bon, c'est une mesure de bon sens, hein, tout le monde est d'accord. Enfin, tout le monde est d'accord, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que c'est une mesure de bon sens. Troisième, déchéance de nationalité pour les gens qui ont 2 nationalités et qui sont condamnés pour avoir tué un représentant de l'autorité publique, un policier, un maire, etc. Bon, mesure de bon sens, évidemment, mais ça a encore quand même un effet limité parce qu'il faut comprendre qu'il faut encore pouvoir le renvoyer. La personne n'obtiendra pas la nationalité française, elle ne sera pas renvoyée. Ce qui est le même cas ici, hein. Ce qui est le même cas là-dedans. Ça ne dit rien de ça. Il y a tous les trucs pipeaux et enfonçage de portes. Hein. Donc les pipeaux, c'est... Les LR ont voulu mettre des quotas migratoires dedans. Ils ont pu faire le choix à la télé. Sauf que ça, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est inconstitutionnel. Parce que le droit européen et français, qui est embarqué dans le droit français, impose certains flux d'immigration. Et ça voudrait dire que si on met des quotas, on ne respecte pas la loi. Donc ça sera inconstitutionnel. Il faudrait changer les lois pour rendre ça constitutionnel. Deuxième, droit à l'hébergement d'urgence. Alors c'est là où on voit qu'on est dans un monde de fous. Les personnes qui sont visées par une obligation de quitter le territoire français, donc les OQTF, ne pourront plus cette fois-ci aller dans des hébergements d'urgence. Donc des gens à qui on les force à partir, on leur dit il faut partir maintenant. Ils refusent et on leur fournit des hébergements d'urgence. Donc bon, c'est une bonne chose. L'effet, je ne sais pas quel effet, il sera faible. Hein. Ils doivent aussi, quand un immigré est venu illégalement, c'est le troisième point, il doit jurer sur l'honneur, faire un contrat d'engagement vis-à-vis des valeurs de la République, qui respectera liberté, égalité, fraternité, les femmes, etc., telles qu'on les respecte en France. Bon.
Les faits, voilà, c'est quand même, pour des gens qui sont venus illégalement, ça reste des effets d'annonce, tout ça. Alors la gauche est allée jusqu'à dire, quatrième point, le droit du sol est remis en cause, c'est un scandale. En fait, les enfants de parents étrangers qui sont étrangers, quand ils font un enfant en France, il ne sera plus automatiquement français. Il faudra qu'ils le demandent. Bon, voilà. Ça change un peu, mais ça ne va pas avoir un effet énorme non plus. Le délit de séjour irrégulier, vous l'avez sans doute entendu, il a été rétabli, celui de 2012, c'est-à-dire quand quelqu'un est venu illégalement en France, il peut prendre une amende de 3 750 €. Bon, amende qu'il ne payera jamais, évidemment. Hein. Et puis, comme c'est les préfets qui gèrent ça avec la police et qui sont macronistes, ça ne bougera pas. Alors, celle qui est quand même la plus énorme et où ils se foutent le plus du monde, c'est la caution pour les étudiants étrangers. Ils ont dit caution pour les étudiants étrangers. Donc, la gauche, oui, nous sommes de gauche, c'est une mesure scandaleuse. La droite, vous voyez, nous sommes fermes, enfin. Mais en fait, cette caution, bon, qui est une chose qui se fait dans d'autres pays, c'est le fait de dire un étudiant qui vient, par exemple, de Tunisie pour étudier en France gratuitement, il doit laisser une certaine somme d'argent. Et donc, s'il est régularisé ou s'il travaille en France, on lui rend l'argent. S'il reste en France alors que c'est illégal après ses études, on ne lui rend pas l'argent. Voilà. Donc, c'est un moyen de pression pour qu'il fasse les choses légalement. Le seul problème, c'est que le montant n'est pas précisé dans la loi de la caution. Ça, c'est la petite ruse. Et en fait, Elisabeth Borne, France Inter, l'ancienne première ministre, a dit on pense mettre la caution à 10 ou 20 €. Je vous jure, je l'ai vu de mes yeux. Donc en fait, l'étudiant tunisien, il va rentrer chez lui pour ne pas abandonner sa caution de 10 ou 20 €. Voilà. Voilà comment il se moque du monde et comment il trafique tout, quoi. Voilà. Il y a des mesures pro-immigration, et assez importantes. La première, vous la connaissez tous, puisqu'ils nous ont bassinés avec ça, c'est la régularisation dans les métiers en tension des travailleurs clandestins qui n'ont pas le droit de travailler, mais qui travaillent quand même. Donc ils sont déjà illégalement venus en France et ils travaillent, alors qu'ils n'ont pas le droit de travailler, parce qu'ils n'ont pas de carte de séjour, etc. Et donc on va les régulariser. Donc c'est le préfet qui pourra le faire, mais le préfet obéit au gouvernement. Les préfets sont nommés par le gouvernement, obéissent au gouvernement, donc il le fera quand Macron lui demandera. Alors cette loi, elle est extraordinaire parce qu'en fait, on valorise l'illégalité. On légalise l'illégalité. Ils sont venus illégalement, ils travaillent illégalement, le patron les embauche illégalement. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça parfois. Et on légalise tout ça. Donc c'est un appel d'air pour que les clandestins viennent, qui viennent dans des métiers en tension et qui se fassent régulariser. Voilà, c'est une nouvelle filière d'immigration qui est ouverte. Je crois que le RN a voté pour. Le RN a voté tout pour. Et alors, le RN, et là, ils étaient un peu honteux. Ils ont déposé un amendement très, très scandaleux pour, si vous voulez, pour dire que les patrons qui embauchent via des prestataires de services des clandestins ne sont plus responsables de ce qui se passe. De vérifier que ces clandestins, les 3 qu'ils ont demandé, par exemple, ont bien des papiers. Donc, du coup, ils délèguent à des sociétés de prestataires la responsabilité. Donc, les types vont. Donc, en fait, c'est une façon de dire, bah, voilà, on n'est pas coupable. Et puis, après, derrière, il y a toutes les magouilles. C'est-à-dire que vous êtes patron, vous voulez absolument un clandestin parce que c'est moins cher. Et vous allez voir une société prestataire qui va vous filer un clandestin, qui prend le risque et qui disparaîtra dans la nature une fois faite. Voilà. Autre chose, les étrangers victimes de marchands de sommeil, donc des illégaux qui sont venus en France, qui sont logés par des gens qui profitent de leur vulnérabilité pour leur vendre, pour les loger très cher dans des conditions effroyables, et bien maintenant, ils pourront rester en France pendant toute la durée des séjours pour la procédure pénale, qui peut durer plusieurs années. Donc en fait, ça va leur permettre de rester en France avec un titre de séjour tranquillement, avec tous les dérives qu'il y a. Dernière chose, pro-immigration, cette loi, voilà. Centre de rétention administrative. Donc, c'est les lieux fermés pour les étrangers qui doivent être envoyés chez eux, en fait, sur décision de justice, dans leur pays d'origine. Et bien là, on n'aura plus le droit de placer dans ces centres les étrangers mineurs et leurs parents. Donc, à partir du moment où on est venu clandestinement en France avec un enfant, on ne peut plus être placé dans un centre de rétention. Donc, ça sera très compliqué de les renvoyer, même quand on doit les renvoyer. Donc, 3 mesures pro-immigration, très clairement. Donc en fait, cette loi, quand on regarde ça, on voit que c'est une loi politicienne à la fois pro et anti-flux d'immigration, due en même temps, qui ne changera pas grand-chose, dont une partie sera retoquée par le Conseil constitutionnel, et c'est à peu près le maximum qu'on peut faire en restant dans l'Union européenne. Alors maintenant, on va aller sur le cœur du problème. Alors, je vous fais un petit cours de droit très rapide
sur la hiérarchie des normes, etc., vous verrez que c'est très simple, en fait. Là, tous les gouvernements, les politiques nous enfument là-dessus. On est obligé d'essayer de comprendre, hein, sinon on se fait enfumer. Tout en haut, la norme des normes, la règle la plus puissante, c'est la Constitution. Si le gouvernement français, qui est quand même le summum de la légalité, hein, trahit la Constitution, détourne la Constitution, il peut être destitué. C'est ça la logique d'une Constitution, pour obliger le gouvernement à ne pas être arbitraire et à fonctionner dans des règles. Donc la Constitution tout en haut. Ensuite, vous avez les traités internationaux. Ensuite, vous avez les lois. Donc vous voyez tout de suite que les traités internationaux, Union européenne, c'est un traité international, CEDH, c'est un traité international, sont au-dessus des lois françaises. Puis ensuite, vous avez les décrets, les arrêtés du gouvernement, etc. Donc on voit tout de suite des petites choses. Alors, qu'est-ce que... Voilà. Appartenir à l'Union européenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez dans votre Constitution que vous ratifiez le traité de l'Union européenne, le traité de Lisbonne, etc. Tous les traités européens. Ce qui veut dire donc, tout simplement, si vous regardez la Constitution, l'article 88, il y a l'Union européenne. La République participe à l'Union européenne, et blablabla, en vertu du traité sur l'Union européenne, ou du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'il résiste du traité de Lisbonne de décembre 2007, signé par le traître Sarkozy contre notre volonté de Français, puisqu'on avait dit non à 60% ou 55%. 55% en 2005, quoi, très clairement. Donc ils l'ont mis et ils l'ont inséré dans la Constitution. C'est ça sur lequel on votait. Et les traités internationaux, l'article 55 de la Constitution est très clair. Il dit les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Donc en fait, les traités sont supérieurs aux lois. Mais en fait, c'est bien sûr les traités et toutes les lois qui découlent de ces traités, qui ont été prises suite à ces traités. Et là, alors, petite erreur. Alors là, on va voir tout de suite les choses. Première chose, tiens, on va dire ce qu'il y a en bas. Déjà, dans le traité de Lisbonne, ce qu'ont voté nos représentants, donc le Congrès, sénateurs et députés, réunis, qui ont voté aux 2/3, ce qui a été signé, c'est il y a toute une partie qui dit, pour le traité de Lisbonne, en annexe, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les traités et le droit adoptés par l'Union européenne sur la base des traités priment le droit des États membres. Donc ils ont signé que le droit européen prime est supérieur au droit des États membres. Première chose. Deuxième point, là c'est un extrait du conseilconstitutionnel.fr, donc notre conseil constitutionnel. Il dit, en faisant de la primauté du droit de l'Union européenne une règle constitutionnelle, blablabla. Donc, droit européen supérieur, il prime. Dernière chose, le site du Premier ministre, viepublique.fr, tenu par les services du Premier ministre, c'est la direction de l'information légale, dit que le droit européen primaire, désolé, on ne le lit pas bien, traités et principes généraux du droit, droit dérivé, c'est-à-dire règlement, directive, tout le droit européen l'emporte sur toute disposition du droit national. Donc c'est clair, le droit européen est supérieur au droit français et malheureusement, ça découle de notre appartenance à l'Union européenne. Alors c'est là où je vais vous montrer l'enfumage qu'ils vous font. Ils vont dire, ouais, mais on va passer par la Constitution, on va dire que le droit français est supérieur au droit européen. Donc en fait, ils vont vous mettre, dans la Constitution, vous êtes obligé de mettre que le droit européen est supérieur au droit français, le fait qu'on doit respecter les traités et que ces traités sont supérieurs. Et vous mettez en même temps que le droit européen est inférieur au droit français, par exemple sur l'immigration. Donc dans la Constitution, vous mettez une contradiction. Deux trucs impossibles à mettre ensemble. Le droit européen, il est supérieur et inférieur au droit français. C'est absolument impossible, première chose. Vous ne pouvez pas mettre une chose et son contraire. Le Conseil constitutionnel, tous les juges vous diront non, parce que c'est quoi? Comme c'est la règle des règles quand même, la Constitution. Si vous mettez deux règles différentes qui se contredisent, plus personne, le pays est ingérable. Quelle est la vraie loi? Quelle est la vraie règle? Donc, c'est impossible à faire. Et ils vous enfument là-dessus. Complètement, ils vous enfument complètement là-dessus. D'ailleurs, j'ai fait un débat avec Jean-Frédéric Poisson, que j'aime beaucoup, qui représentait la position de Zemmour. Et il était d'accord avec moi à la fin, quand on a discuté sur ce sujet. C'est pareil pour la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme, mais c'est un peu plus simple d'en sortir que de l'Union européenne, même si on peut en sortir en restant dans l'Union européenne, même si c'est compliqué. Alors, maintenant, on va voir, donc le droit de l'Union européenne, il s'impose au droit français, il est supérieur, donc il s'impose à nous. On ne peut rien faire. Vous ne pouvez pas dire
Le droit de l'Union européenne, par exemple, impose le regroupement familial. Vous n'avez pas le droit de dire que le droit français est contre le regroupement familial. Ce n'est pas possible. Alors on va regarder, en prenant le cheminement d'un bateau de migrants, je vais vous montrer comment le droit européen nous a complètement, en fait, empêché de réagir à tous les niveaux, toutes les étapes. Donc, vous voyez, les bateaux de migrants, ils arrivent soit au Maroc, soit plus souvent à Lampedusa, au nord de la Tunisie, à 40 km des côtes, si je ne me trompe pas. Donc ils partent de Libye ou de Tunisie. Et alors, soit ils arrivent directement sur la plage là-bas, et donc les migrants sont là-bas, soit en fait les bateaux, ils sont un peu à la dérive, interceptés en pleine mer, et là, on leur doit de l'aide. Alors, quand les gardes-côtes européens les approchent, on leur doit de l'aide. Mais alors, le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de les renvoyer, pour 2 raisons. Première chose, la CEDH et la Charte des droits fondamentaux de l'UE, qui en fait sont la même chose. Il y a les mêmes choses dans les 2 règles. Donc même si on sort de la CEDH, on se fait avoir. Il y a un article qui dit « Interdiction de la torture. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements dégradants. » Donc ils ont expliqué, tous les juges européens, qu'en fait, puisque ces gens-là peuvent avoir des traitements dégradants en Libye, on n'a pas le droit de renvoyer les bateaux en Libye ou en Tunisie. Deuxième chose, ils vous le disent, article 4, les expulsions collectives d'étrangers sont interdites. Et tous les juges européens ont dit « Ah bah ouais, mais renvoyer un bateau, c'est une expulsion d'étrangers. Donc vous n'avez pas le droit de le faire. » Donc en fait, vous êtes obligé de ramener les bateaux à Lampedusa, c'est le droit qui vous l'impose. Voilà, c'est l'enfer, c'est le droit qui vous impose d'amener vous-même les migrants sur le sol, entre le droit de la mer et ça. Deuxième chose, une fois que les types ont mis le pied sur le sol, vous êtes obligé qu'ils puissent déposer une demande d'asile, qui va durer 6 à 8 mois. C'est l'article 18 sur le droit d'asile de la Charte des droits fondamentaux. On vous dit que forcément, ils ont le droit à une demande d'asile, quel que soit, donc il va prendre 6-8 mois et qui leur laisse du temps pour se retourner. Et l'asile, il ne s'applique pas seulement aux opinions politiques, comme ça devait être le cas, comme c'était le cas en France dans les années 50-60, avec quelques dizaines de personnes qui étaient accueillies. Il doit s'appliquer aussi en fonction de la race, de la religion, de l'appartenance à un groupe social. Donc un Africain qui est homosexuel, il déclare qu'il est homosexuel, que dans son pays, les homosexuels sont maltraités, eh bien, en fait, le droit d'asile s'applique pour lui. Voilà. À cause de ce droit européen. Donc déjà, ces gens-là, ils vont rester au moins 6-8 mois en Europe, une fois qu'ils ont débarqué. Ensuite, vous n'avez pas le droit de les mettre en centre de rétention. C'est une autre directive de l'Union européenne, c'est la directive, je ne me rappelle plus, 2013. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur d'asile, etc., etc. Donc vous êtes obligé de les laisser partir dans la nature. Ensuite, donc, dans 40% des cas, l'asile est accepté de façon très large, avec les associations en plus qui jouent un rôle, mais enfin, c'est le droit qui compte d'abord. Mais dans 60% des cas, donc en France, ça représente 80 000 personnes, ils devraient partir. Mais le problème, c'est qu'un clandestin dont la demande d'asile a été rejetée doit pouvoir partir volontairement. Donc si la police l'attrape, en fait, elle lui fait une OQTF. Et en fait, à ce moment-là, déjà, il y a plein de procédures de justice. Il va dire, non, mais vous ne pouvez pas expulser, vous êtes méchant. Donc il y a tout le droit qui leur permet de rester encore un peu. Et en plus, ils doivent partir volontairement quand c'est tranché. C'est écrit dans la directive retour de l'Union européenne. Tout ça, vous pouvez le trouver sur Internet. Tout ce que je vous dis. La décision de retour prévoit, l'article 7, la décision de retour prévoit un délai approprié allant de 7 à 30 jours pour le départ volontaire. Voilà. Donc on est chez les fous. Le type, il doit rentrer, mais on doit le faire rentrer volontairement. Ensuite, on continue le délire. N'oublions pas, interdiction de l'expulsion collective des étrangers. Donc tous les types, la justice a décidé qu'ils doivent partir. Vous n'avez pas le droit de dire, bon, il y a 100 Tunisiens qui doivent partir, on leur prépare un avion, ils partent tous ensemble. Non, il faut les ramener un par un ou 2 par 2. Donc, j'ai un ami qui, justement, fait de temps en temps ce travail, parce que je ne dirais pas qui c'est, où il habite, etc., mais il travaille pour les services de l'État, et donc il les ramène en avion. Il m'a dit, ouais, on les ramène 2 par 2. Donc il y a parfois 5 gendarmes, 2 migrants. Voilà. Donc vous en avez 80 000 à renvoyer. Donc ça veut dire que si vous les renvoyez 2 par 2, vous avez 40 000 vols à faire. Donc ça veut dire qu'il faut faire 100 vols par jour. Voilà. Vous voyez? Donc ils ont complètement rendu impossible. Il faudrait faire 100 vols avec des coûts absolument exorbitants pour les renvoyer 2 par 2. Donc vous êtes mort. Ensuite, ça va encore plus loin. Pourquoi il est très difficile d'expulser les fichés S et même les terroristes?
Eh ben parce que la Charte des droits fondamentaux de l'UE, la CEDH, disent, attention, si vous expulsez des terroristes là-bas, ils vont avoir un traitement dégradant. On ne va pas être gentil avec eux, on va les mettre en prison. Vous savez que les Marocains, par exemple, le roi il est pas facile. C'est-à-dire que quand il a des radicalisés islamistes terroristes, il n'a pas envie de les laisser dans la nature prêcher et foutre, mettre la pagaille au Maroc. Donc il les met en prison, etc. Donc traitement dégradant, donc on ne peut pas les renvoyer. Alors, vous me direz, mais vous délirez, c'est pas possible. Bah pourtant, regardez la preuve. Sur la loi immigration, vous vous rappelez, juste après le vote de la loi, il y a eu le Conseil d'État qui a dit, qui a enjoint Darmanin, qui avait renvoyé un Ouzbek radicalisé, dangereux, fiché S, individu extrêmement dangereux. Il l'a viré en Ouzbékistan. Il l'a renvoyé là-bas, il n'avait rien à faire, décision de justice, tout était normal, ce qui n'est pas facile. Il n'avait pas de titre de séjour, etc. Et bien en fait, le Conseil d'État, avec toutes les lois, donc je vous dis, puisque le Conseil d'État, c'est vraiment le plus haut degré de la justice, il enjoint au ministre de l'Intérieur des Outre-mer de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures afin de permettre le retour aux frais de l'État de ce monsieur ouzbek en France radicalisé, parce qu'il risque effectivement des traitements dégradants. Mais je vais vous dire, vous pouvez dire que c'est des cons, mais simplement ils appliquent le droit. Et le problème d'un juge, vous êtes obligé d'appliquer le droit. Alors ils l'appliquent peut-être un peu trop gentiment, mais n'empêche qu'ils appliquent le droit. Et si on trouve que le droit est idiot, il faut le changer, pas s'en plaindre. Donc vous voyez, il y a tous les articles de presse sur ce migrant de décembre 2023 qui est resté. Autre chose, comme on n'a pas de frontière avec Schengen, parce que Schengen, c'est dans les traités de l'Union européenne, et Schengen, je vous l'ai mis ici, ça dit que l'Union européenne développe une politique visant à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures de l'Union européenne. Bon, charabia non démocratique, enfin, si on sort du charabia démocratique, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de mettre des bornes aux frontières. Vous avez vu, quand vous passez en Italie, il n'y a plus de poste de contrôle, pareil en Belgique, etc. Tout ce que peuvent faire les policiers français, c'est de se mettre dans une zone de 30 km pour essayer de rattraper ceux qui sont passés aux frontières. Bon, sachant qu'en plus, on les embête, même s'ils font ça, mais ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais ils cherchent des aiguilles dans des bottes de foin. Donc si vous n'avez pas de frontières, de toute façon, vous ne pouvez pas gérer votre flux d'immigration, et les terroristes qui partent, qu'on renvoie, ils peuvent revenir. Maintenant, passons à l'immigration légale. Là, ça va aller beaucoup plus vite. De toute façon, le regroupement familial, il est imposé par une directive européenne de 2003. Donc, vous n'avez pas le choix que de faire venir, quand il y en a un qui est venu, une personne qui est venue, un immigré, peut faire venir sa femme, sa femme, les enfants adoptés, les enfants du conjoint, etc. Donc ça, on n'a pas le choix. La politique des visas. En fait, les immigrés, ils viennent en France avec des visas, très souvent des pays d'immigration. Donc, en fait, c'est la France qui distribue des visas. Sauf qu'en fait, elle n'a pas la main sur les visas. C'est l'Union européenne qui délivre les visas. C'est dit dans le traité d'Amsterdam, la gestion de la politique des visas, c'est l'Union européenne. Et donc, il y a des tonnes de textes sur les visas qui disent comment on doit faire les visas, pas être méchant, donner beaucoup, etc. Pareil, droit au séjour. La directive, celle dont on parle, tout à l'heure, elle dit qu'un immigré légal ayant séjourné 5 ans en France, alors, premièrement, il a le droit aux allocations familiales, sociales, comme les nationaux. Et deuxièmement, il a le droit au statut de résident de longue durée. Donc, quand il est 5 ans en France, il a le droit à des permis de 5 ans renouvelables automatiquement. Donc, une fois qu'ils sont en France, ils restent, évidemment. Sauf s'ils sont très, très dangereux, il y a une menace réelle pour l'ordre public. Donc, le droit à toutes les aides sociales, c'est ce que je vous ai dit. Et donc, ça rejoint le fait que le texte, c'est 5 ans. Le texte de loi immigration. Alors, l'Union européenne, elle définit les conditions d'entrée et de séjour des immigrés. Donc, les conditions de séjour aussi. Et ça, c'est le traité de l'Union européenne de Lisbonne qui le dit. Et ça s'applique dans les textes. Et là, ça va beaucoup plus loin. Je vais vous donner les 3 derniers. C'est délirant. C'est-à-dire qu'en fait, carrément, il y a une directive européenne spéciale de mai 2016 qui dit comment les États sont obligés d'accepter les gens pour les études ou pour la recherche en France. Donc les étudiants, on est obligé de les accepter à la recherche. Il y a aussi pour le travail saisonnier une directive. Il n'y en a pas pour tout. Ça, c'est une autre directive, je ne sais plus de quand elle date, mais 2016, voilà. Pour les travailleurs saisonniers, donc qui viennent par exemple travailler pour l'agriculture ou pour tout autre travail saisonnier. Et il y en a même pour le droit relatif au séjour des clandestins, donc ont été victimes de la traite des êtres humains. Bah, évidemment, les clandestins, ils passent avec des passeurs. Et donc, s'ils coopèrent, ils ont le droit à une carte de séjour. Vous voyez, tout le droit de l'Union européenne, c'est un foutage de gueule intégral pour empêcher les États de gérer quoi que ce soit. Voilà. Et surtout, ce qui est le plus important, de toute manière, tant que vous êtes dans le Schengen, qui est dans le traité de l'Union européenne,
vous n'avez pas le droit d'avoir des frontières. Et sans frontières, vous ne pouvez pas gérer vos flux d'immigration. Tout le monde le comprend. Vous êtes un corps dans lequel tout le monde a le droit de pénétrer. Vous voyez, vous, votre corps, vous avez une peau qui fait que il y a des choses qui pénètrent par la peau et des choses qui ne pénètrent pas. C'est pareil pour un État. Il doit avoir une frontière, une peau, sinon tous les éléments peuvent rentrer. Et donc, il n'est plus délimité. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui, le pays en déliquescence. Alors, aucun pays donc, de l'Union européenne, si on conclut, n'arrête les flux d'immigration. C'est impossible d'arrêter les flux d'immigration à cause du droit européen, donc, qui est pro-immigration, il nous en empêche. Donc il faut sortir de l'Union européenne pour arrêter les flux d'immigration. Sortir de l'Union européenne, c'est se donner ses moyens de la volonté politique. Après, il faut la volonté politique et les moyens de la volonté politique. Zemmour, il a la volonté politique, mais il ne veut pas se donner les moyens. Vous voyez ? Marine, pareil. Et elle ne fera pas mieux que Meloni si elle prend le pouvoir. Meloni, qui est en Italie, est là depuis 1 an et demi, c'est une coalition d'union des droites, comme le voulait Zemmour, par exemple. Donc il y a Meloni, qui est allié à Zemmour. Ils seront ensemble au Parlement européen si Zemmour a des députés. Il y a Salvini, qui est allié à Marine Le Pen, qui est aussi ministre avec toute sa troupe là-bas. Et puis, il y a le Forza Italia, l'ancien parti de Berlusconi, qui sont alliés. Bah, finalement, les flux d'immigration augmentent alors qu'elle avait promis qu'elle les réduirait. Voilà. Donc elle se moque du monde parce qu'elle ne peut pas, parce que le droit européen l'en empêche très clairement. Alors, on va bientôt, je vais conclure, et on pourra discuter ensemble de tous les sujets que vous avez envie de discuter, notamment ça. Donc c'est très clair que le RN et Zemmour vous mentent complètement, très clairement. Mais alors, vous vous dites, non mais Philippe Murer, là, il vient à Tarascon, mais il dit des conneries. En fait, c'est pas possible. Ouais, ben alors là, je vais vous dire, vous allez lire sur Le Figaro, vous le trouvez par Google, Jean-Éric Schottel, le type, c'est juste une sommité du droit. C'est-à-dire qu'il était secrétaire général du Conseil constitutionnel. Il est maintenant conseiller d'État. Donc très très bien payé pour son niveau de droit. C'est le plus haut niveau de droit, tout cela. Eh bien, il a fait un article sur Le Figaro. Et l'article, c'est immigration et asile. Donc, immigration légale et illégale sont régis par le droit européen. Il dit exactement ce que je dis. Alors, comme il est haut fonctionnaire, il dit les choses un tout petit peu moins abruptement que moi. Un peu moins, voilà. Il essaye de faire de la rondeur, mais il prévient les Français, parce que lui, il trouve qu'il y a un problème de flux d'immigration, il les prévient qu'on a un vrai problème. Donc, hop, si on récapitule, depuis 20 ans, donc, sont régis par le droit de l'Union européenne toutes les règles de gestion de l'immigration légale et illégale. L'emprise de l'Union européenne sur la politique d'immigration est donc quasiment totale. Il y a seulement le droit de donner la nationalité ou non qui est géré par les pays, complètement. Tous les textes juridiques européens, il faut comprendre, quand ils sont votés à Bruxelles, ça passe automatiquement dans le droit français, ce qu'on appelle les transpositions de directives ou le règlement qui passe directement. Et donc, ils se retrouvent mécaniquement et ils s'appliquent en France. Donc, tout est fait pour que les États ne puissent pas gérer les flux d'immigration. Alors, la question, c'est pourquoi vouloir rester dans une institution qui est ouvertement immigrationniste et qui nous impose une nasse juridique donc avec tous les flux d'immigration qui vont avec. Moi, je vais vous dire, je veux que la France puisse reprendre en main sa politique d'immigration, très clairement, et arrêter complètement les flux. Je pense qu'un objectif de flux zéro, sachant qu'il y aura quand même quelques personnes qui viennent, c'est fondamental aujourd'hui. Il est pour cela impératif de proposer au peuple français donc de reprendre la souveraineté nationale avec un référendum sur l'Union européenne. Bon, les patriotes sont sur le Frexit sec, ça revient au même. De toute façon, si vous faites voter aux Français par référendum, vous allez avoir débat sur l'Union européenne, ce genre de choses qui vont sortir. 65% des Français vont dire on sort. Alors je voulais juste vous montrer qu'on n'est pas obligé, mais je crois que j'ai oublié la petite feuille, donc je vais les dire de tête, c'est pas grave, avec les 10 mesures pour arrêter les flux d'immigration. Peut-être ça. Ouais, 10 mesures pour arrêter les flux d'immigration. Pour l'immigration légale, on met fin au droit au regroupement familial. C'est un tiers de l'immigration légale. On donne un permis de travail pour les étrangers, comme le font les Suisses. C'est-à-dire qu'il faut avoir un permis de travail et c'est le français. Il y a une préférence nationale, comme en Suisse. C'est-à-dire que s'il y a un Français qui peut travailler, eh ben c'est le Français qui a le travail. S'il n'y a pas de Français, on peut faire venir un étranger pour qu'il vienne travailler. Aux États-Unis, c'est la même chose. Exactement, la carte verte aux États-Unis. Même s'ils ont des problèmes d'immigration avec la frontière qui a été ouverte, qui est un autre sujet. Tout à fait juste. On ne peut pas prendre un métier aux États-Unis, si un Américain peut le faire. Exactement, donc il n'y a aucune honte à le faire.
Et on limite au maximum le nombre de permis de travail pour les étrangers très qualifiés éventuellement, ou pas, ça dépend du choix. Donc les étudiants étrangers qui viennent, qui est un tiers aussi, peut-être qu'il y en a un peu beaucoup, parce qu'on n'a plus beaucoup de sous tous, donc est-ce qu'on est obligé de payer les études de tous les gens de toute la Terre qui veulent venir étudier en France? Il y a peut-être une limite à tout, quoi, en fait, aux choses. Mais en tout cas, les étudiants étrangers, la majorité rentreront dans leur pays après les études, parce qu'il n'y aura pas de travail sans permis de travail. Et on remet en place le droit du sang et non le droit du sol, parce que vous voyez ce que ça fait à Mayotte. Les femmes, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a des femmes qui viennent en masse à Mayotte, des îles à côté, des Comores, en pirogue, juste au moment d'accoucher, elles accouchent sur le sol, et à ce moment-là, l'enfant est français. Et c'est comme ça que Mayotte, on est en train de pourrir la vie des Mahorais, qui ont autant d'étrangers illégaux que de population. Il n'y a même plus d'eau, enfin, c'est la déroute complète, on abandonne ces gens. Immigration illégale. On contrôle très sérieusement les frontières nationales. Et on met les moyens, on remet des bornes aux frontières, on remet des moyens, tous les moyens qu'il faut. On n'arrêtera pas tout le monde, mais on en arrêtera pas mal. On limite le droit d'asile au droit d'asile politique. Point. Comme on le faisait dans les années 50-60, il n'y a aucune honte à ça. Le Japon fait ça, il a 10 asiles par an, 10 personnes qui bénéficient de l'asile au Japon par an. On met en tension tous les clandestins qui sont arrivés qu'on attrape pendant leur demande d'asile qui sera faite extrêmement rapidement. On change la loi pour que la procédure soit sous une juridiction unique, claire et rapide. Pour les 99,9% de demandes d'asile qui seront refusées, on expulse par la force, de façon groupée, par charter. Clairement, il y a 100 Tunisiens qui n'ont pas à être en France, on les expulse chez eux. Il faut bien comprendre que les Tunisiens, eux, ils expulsent quand ils ont des gens chez eux. Ils se donnent le droit de le faire. Ce qui est normal, tout État a le droit de se défendre et de protéger son pays. Et c'est très simple pour que les pays acceptent. Vous savez, vous suspendez tous les visas. Par exemple, si l'Algérie refuse de prendre les clandestins algériens qui viennent en France de façon clandestine, eh bien dans ce cas-là, il n'y a plus un visa qui est délivré aux Algériens. Et donc le pays va sauter, parce que la France, c'est le truc qui permet d'éviter que l'Algérie saute en envoyant les éléments les plus motivés chez nous. Deuxième chose, les transferts financiers qui sont très importants pour ces pays, qui pèsent souvent des milliards d'euros vers ces pays, eh bien vous les arrêtez. Vous arrêtez de payer les retraites aussi. On paye en Algérie à des gens qui sont retournés en Algérie. Mais tout de suite, ça va s'arrêter, quoi. On ne va pas être méchant avec les gens, mais tout de suite, ça va s'arrêter. Puis les dirigeants algériens ne pourront pas se faire soigner en France à l'hôpital et gratuitement comme c'est aujourd'hui. Et vous verrez que tout va être très simple. À ce moment-là, on obtiendra le retour des gens et donc les visas pour ramener les gens dans leur pays d'origine, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc juste avec ces choses-là, vous voyez que vous réglez le problème. Voilà. Mais il faut avoir la possibilité de changer les lois. C'est extrêmement simple quand vous êtes au gouvernement et que vous avez le pouvoir de le faire parce que vous n'avez pas les lois européennes qui vous en empêchent. Moi, je me bats pour la France, défendre son identité nationale, française, ses mœurs, ses modes de vie, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, la culture française, qu'on reste ce que nous sommes, et comme tous les pays du monde. Moi, je vais dire, je me bats pour ça. Mais quand je vais au Maroc, la dernière fois, et que je vois place Jemaa Fna, pas mal de gens qui étaient des clandestins, des gens qui avaient émigré de façon clandestine d'Afrique, etc., et que tout change, vous dites, mais c'est triste, quoi. Moi, j'ai envie que le Maroc garde son identité, comme la France. J'ai envie qu'il y ait un concert des nations où chaque pays défende son identité nationale, et c'est ça qui est beau dans la vie. Si tous les pays se ressemblent, c'est américanisé, globish, et tout le monde est mélangé, plus de culture, la vie est triste, quoi, en fait. Quand on respecte les autres pays, on a envie que chaque pays garde son identité nationale. Et pour cela, évidemment, il faut la souveraineté nationale. Qu'ont tous les pays du monde, sauf les pays de l'Union européenne. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que l'Union européenne est la zone où c'était une zone... Vraiment, c'était un pays de cocaïne, nos pays. Et nos pays sont en train de se déliter à toute vitesse dans l'Union européenne. On pourra discuter de pourquoi, etc. Voilà, donc... Voilà ma conclusion. Je vous remercie, puis j'espère que vous avez des questions pour qu'on puisse échanger ensemble.